du commun, comme vous avez pu en juger, le violoniste Teddy Papavrami. Alors ça peut paraître un peu curieux pour une société littéraire de pencher un peu vers le violon. Son parcours exceptionnel a attiré en fait l'attention de notre comité et on a souhaité venir récompenser la prestation humaine qui s'inscrit à la croisée de plusieurs disciplines. Puisque Teddy Papavrami est à la fois interprète, écrivain et aussi traducteur. Donc depuis longtemps, notre société littéraire décerne à l'automne un prix. Alors, initialement auprès de jeunes écrivains de Suisse romande, mais plus récemment, on a souhaité l'ouvrir pour atteindre des domaines d'excellence. Ainsi, en 2012, on a pu récompenser un économiste photographe pour son œuvre en faveur des populations du Rwanda. Donc ce soir, je voudrais vous dire que la remise du prix à Teddy Papavrami s'inscrit dans un calendrier qui est quand même assez chargé pour lui, puisque lundi, il recevait le diapason d'or de soliste instrumental de l'année 2014. Mardi matin, il était encore sur France Culture, l'invité de l'émission pour parler de ce prix. Donc on le remercie vraiment chaleureusement d'être avec nous ce soir. Alors, notre rencontre avec le maestro part des rêveries d'un baigneur solitaire. Alors, je vais parler de mes deux collègues, Jérôme et Dominique. Donc, Jérôme est en vacances sur les plages albanaises. Découvre l'ouvrage autobiographique Fugue pour violon seul, qui est dédié à ses parents Robert et Yolanda. L'émotion est forte, le parcours de vie est retracé de manière simple et vivante. En effet, si nombreux parmi vous, vous êtes venus écouter il y a 15 jours les sonates et partitas en complet sur le Stradivarius au Temple de la Fusterie, je voudrais souligner que c'est à travers la lecture de cet ouvrage, à mon sens, que se comprend véritablement le parcours artistique de Teddy Papavrami. Donc on va faire un petit crochet historique, si vous le permettez, avec les moments clés du livre avant de passer la parole à mes deux compères. Fugue pour violon seul, c'est un ouvrage qui nous plonge dans l'Albanie communiste, avec l'univers d'un petit enfant prodige au milieu de ses grands-parents, Annunciata et Théodore, Nucci et Dodo, alors que son père, professeur de violon, est envoyé retrouver le contact avec le peuple, la base, loin de sa famille pendant quelques années. Donc la première rencontre de Teddy avec le violon est forte. Le jeune garçon a ouvert une boîte interdite. Donc je cite: « Avant d'être fasciné par la patine de son vernis rouge-or et les fines stries du dos de l'instrument à la fois douces et précises, comme les dessins du sable au fond de la mer, un jour d'été, c'est son odeur qui me frappa. » À 5 ans, il joue pour le Père du Nouvel An, subterfuge communiste du Père Noël. Et donc, au fil des pages, on découvre la révélation de ce talent, en particulier le fait de jouer spontanément, pour les connaisseurs, en sautillé et non avec l'archet bien collé à la corde, avec les leçons du vieux professeur Lam, une première scolarisation au lycée artistique de Tirana, avec Claudie, d'autres violonistes prometteurs, en parcourant les classiques de l'apprentissage du violon. Donc c'est avec beaucoup de tendresse qu'on découvre que le maestro a une petite tendance à se dérober au travail. Et il choisira de se fixer à ce que son père lui conseille: on ne fait pas du violon à moitié. Tout jeune, il comprend que le guide suprême, donc je veux parler d'Enver Hoxha, n'aime pas tellement le passé de sa famille, qui est vue comme trop bourgeoise dans ce pays coupé du reste du monde. Et au cœur du système totalitaire, il y a une petite tournée au Kosovo. Elle est interrompue par le soulèvement. Et puis cet enfant nous décrit que son pays a de nombreux ennemis et qu'il faut se protéger avec une barrière en fil de fer barbelé électrique qui était destinée à la fois à contenir les envahisseurs mais aussi les évader, ces pervers corrompus par l'Occident. À l'écoute des grands maîtres, comme le russe Jascha Heifetz,
il comprend très vite que la vitesse d'exécution, c'est son point fort. Et c'est à l'occasion de la visite d'un pianiste norvégien que les premiers mots de prodige et d'étoile apparaissent dans la vie de Teddy Papavrami. Alors la rupture est là, en fait. Il y a quelque chose dans le regard de son père qui va changer à partir de ce moment-là. Il est très jeune. À 9 ans, il obtient une bourse pour venir étudier en France, ce qui est à la fois un espoir et une menace pour cette famille. Mais en mai 81, le journal télévisé nous apprend que la France s'est dotée d'un nouveau président qui est socialiste, donc a priori ça ne posera pas de problème d'aller étudier là-bas. Donc il lit beaucoup, il fait des tournées en Grèce, il découvre en particulier les livres d'Ismaël Kadare sur la table de chevet de son père, et puis ça y est, la décision tombe. Il va partir en France rejoindre son futur professeur Pierre Amoyal. Donc de vol en vol, c'est l'arrivée, il arrive à Paris, il est accueilli par les fonctionnaires évidemment de l'ambassade. Et c'est à Saint-Jean-de-Luz qu'il va rencontrer la première fois son professeur Pierre Amoyal. Avec lui, il va préparer le concours d'entrée au conservatoire avec le 5e mouvement de la symphonie espagnole de Lalo. Évidemment, c'est le même morceau que celui du maître. Il avait concouru avec le même morceau. Alors le travail est intense parce que Teddy doit changer ses habitudes de travail. Il faut qu'il s'accroche. Donc il est retenu pour la 2e épreuve. Et Pierre Amoyal le prend chez lui vraiment sous son aile et le fait travailler d'arrache-pied. Donc il est reçu, il va vivre seul à Paris, avant de revenir plusieurs fois en Albanie. Et il est reçu, bien évidemment, chez l'oncle Enver, comme il l'appelle. Et là, il y a des choses qui sont fortes, c'est-à-dire que l'objectif politique est clair. On lui dit « ton archet est comme une épée qui pourfend les cieux à la gloire de l'Albanie ». Il rentre en France avec sa maman, il rencontre Ismaël Kadare qui vit maintenant à Paris au cours d'un dîner chez Amoyal, et puis il rencontrera aussi Youssouf Vrioni, le traducteur qui pour nous, francophones, est bien connu, et qui a traduit Ismaël Kadare avec beaucoup de talent, des ouvrages comme Avril brisé, Les tambours de la pluie ou Le général de l'armée morte. Donc à Paris, le maître suit une scolarité en horaire aménagé, il se plonge dans la lecture, en particulier dans le théâtre de Tchekhov. Il apprécie particulièrement l'univers russe du XIXe siècle, où tout semble empreint d'une saveur particulière. La littérature lui donne envie d'écrire, mais c'est un peu trop tôt. Et puis, à ce moment-là, dans sa vie, le jour où il faudra retourner en Albanie définitivement, commence à s'approcher. Alors, peut-être que le maître me corrigera si je suis imparfait dans ma description, mais tout bascule parce qu'en avril 85, c'est fini, oncle Enver est mort. Alors avec le soutien de Sokol, l'ami, qui se porte garant du départ de son papa, les parents peuvent enfin se retrouver à Paris. Mais évidemment, ils ne vont pas demander tout de suite l'asile politique, ce qui entraînerait bien évidemment des représailles pour ceux qui sont restés. Donc il faut pourtant le faire à peu près une année plus tard, en 86. Il faut arrêter de se cacher. Évidemment, l'Albanie fait pression. Donc c'est là où l'ouvrage est particulièrement poignant. Elle isole les grands-parents de Teddy Papavrami de manière très brutale, parce qu'il faut dire que là-bas, en 86, la fin du communisme n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc on passe de fuite en menaces, en protection des gendarmes. C'est un récit douloureux qui est à la fois celui d'un arrachement et d'une libération qu'on découvre s'étaler sur plusieurs années. Mais il faut continuer de progresser, de vivre, de jouer. Donc en 1993, à 22 ans, le maître nous fait partager une rencontre très forte avec son grand-père Dodo lors d'une interview, avant l'ultime épreuve du départ de celui-ci, qui lui dit à quel point il est heureux de savoir que son petit-fils a pu échapper à la dictature. Si Teddy y est parvenu, c'est grâce au travail, au mien, au sien, à celui de son père. C'est pourquoi je dis à Teddy de ne jamais s'éloigner du travail. Donc vous l'aurez compris, l'essentiel de Fugue pour violon seul porte sur les jeunes années d'enfant de Teddy Papavrami, mais depuis les années 95, la pratique de la musique de chambre a pris aussi une place grandissante dans sa vie, de même que la traduction des ouvrages d'Ismaël Kadare à partir des années 2000.
Alors, en conclusion, je voudrais dire que la conclusion même de l'ouvrage du maître illustre le propos de notre prix pluridisciplinaire ce soir. Je cite, « La traduction, la transcription et même le métier d'acteur, toutes ces activités éloignées en l'apparence de mon métier de violoniste auquel elles s'ajoutèrent avaient probablement un fond commun, une disponibilité, la faculté à se laisser imprégner par la voix d'un autre. On n'est peut-être jamais autant soi-même que lorsqu'on goûte la sensibilité d'autrui. » Donc, je vous invite à lire cet ouvrage très émouvant. Je pense que vous pourrez avoir le plaisir d'en parler avec Teddy dans la soirée. Et je cède maintenant la parole au premier des compères, Jérôme.